On va commencer tout de suite avec le premier dialogue sur le grand âge. C'est le premier secteur que nous allons aborder, dans lequel l'ESS est très présente. Dans certains territoires, c'est même le principal acteur avec la puissance publique. C'est le cas dans les Landes, où il n'existe aucun EHPAD géré par le privé lucratif. Nous allons y revenir dans un instant avec nos deux invités pour ce premier dialogue. J'appelle Monique Lubin, sénatrice PS et conseillère départementale des Landes, à me rejoindre sur scène, et Anne Penaud, économiste de la santé et chargée de recherche à l'IRDES et autrice de l'étude « Les EHPAD les plus chers ne sont pas les meilleurs ». Mesdames, je vous laisse vous installer. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Monique Lubin. Dans son plaidoyer, ESS France réfléchit à réserver donc des filières à l'ESS et à la puissance publique. Vous l'avez fait dans les Landes. Dans le secteur privé, il n'y a que des EHPAD non lucratifs. Très concrètement, comment avez-vous fait ? Alors, moi je suis conseillère départementale depuis 2004, mais cette politique, elle existe depuis la décentralisation, en fait depuis 1982, lorsque la dépendance a été confiée au département. Chez nous, c'est à la fois un engagement politique et une histoire politique, ça va ensemble. C'est Henri Emmanuelli qui a soumis l'idée de ne faire que des EHPAD publics dans le département des Landes. Alors à l'époque, on ne parlait pas d'EHPAD. En fait, il n'existait rien. Il existait des hospices qui étaient gérés souvent par des associations, des congrégations religieuses. Il n'existait rien du tout. Donc on a d'abord fait des logements foyers qui petit à petit se sont transformés en EHPAD. Mais effectivement, alors il faut que je sois juste, il y a un EHPAD privé de 22 places qui existait avant, qui est géré de manière familiale par une petite entreprise familiale. Mais ça s'est arrêté là. Nous n'avons pas donné la possibilité de laisser s'implanter des EHPAD privés dans les Landes. Et ça a été un réel choix politique. Ah, complètement. Il faut vraiment que ce soit un choix politique, parce que je peux vous dire que nous avons été, comme tous les départements de France, j'imagine, mais extrêmement courtisés par le secteur privé. C'était une nouvelle manne. Et il a fallu faire un choix extrêmement fort et l'affirmer. Et je peux vous dire que c'est un combat politique, un vrai combat politique. Et 40 ans après, c'est toujours un combat politique, puisque à chaque renouvellement électoral, nos opposants nous reprochent ce choix-là. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot dans tous ces établissements sur le taux de satisfaction des familles, des occupants, et puis également sur le prix, le coût de ces établissements? Parce que c'est intéressant de pouvoir... L'objectif, c'était de faire en sorte que le grand âge ne devienne pas une marchandise. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que tous les Landais, quel que soit leur niveau de ressources, puissent terminer leur vie dans des conditions décentes, dignes et agréables. Pourquoi pas ? Et donc, je perds un peu le fil, là, ça y est. Je vous ai parlé de la satisfaction des familles et du coût. Alors, le premier objectif, c'était d'abord les tarifs, bien évidemment. Il faut savoir que le prix moyen de journée, c'est 63,50 €. Voilà. On est beaucoup plus élevé dans le secteur privé. On a 64 EHPAD dans les Landes, on a à peu près 4800 places et c'est donc 64 €. Ensuite, tous nos EHPAD sont habilités à l'aide sociale. Toutes les places sont habilitées à l'aide sociale. Ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens de subvenir au paiement de votre pension, ou si votre famille ne peut pas y subvenir, c'est le département qui prend en charge. Et dans de très nombreux départements, on n'a pas de place qui soit habilitée à l'aide sociale, ou on en a peu. Nous avons fait, pas assez en tout cas, nous avons fait le choix que toutes le soient. Il faut savoir aussi, alors je ne voudrais pas utiliser de termes trop techniques, mais que nous avons en France le tarif du GIR, c'est-à-dire le tarif que l'on applique au niveau de la prise en charge du soin, de la dépendance, le plus élevé. C'est-à-dire que cette volonté, elle a suivi les années et elle a suivi l'évolution des maisons de retraite qui se sont transformées petit à petit en EHPAD. Et vous me parliez de satisfaction, je termine là-dessus. Nous venons justement
de faire une étude. Parce que nous voulions savoir si les Landais étaient satisfaits de ce modèle-là, si les résidents étaient satisfaits. Elle n'est pas encore rendue publique, mais je peux vous dire qu'elle est extrêmement positive. Et elle valorise et elle nous conforte dans nos choix politiques et elle nous dit que nous devons continuer sur cette voie-là. Et vous me donnez la matière pour me tourner vers Anne Penaud. Vous parlez de satisfaction donc et à un coût moindre que dans d'autres départements et dans des établissements privés lucratifs. Anne Penaud, cet exemple des Landes confirme donc la thèse que vous avez publiée, c'était en 2022, ça s'appelait « Les EHPAD les plus chers ne sont pas les meilleurs ». Vous avez en fait étudié le lien entre la qualité de l'hébergement en EHPAD et le prix payé par le résident. Alors s'il vous plaît, quelles sont vos observations et vos conclusions ? Bonjour. Collez bien le micro, ou sinon je vous donne le mien. Bonjour, oui ça marche. Bonjour, tout d'abord merci de me recevoir ce soir pour me présenter mes travaux de recherche. Donc vous vouliez que je revienne un petit peu sur les chiffres. Donc voilà, en France il y a 7400 EHPAD pour à peu près 600 000 places installées. Il y a 48% des places installées qui appartiennent au secteur public, 29% qui appartiennent au secteur privé non lucratif et 23% qui appartiennent au secteur privé lucratif. Donc le secteur privé lucratif est quand même en minorité en moyenne en France. Mais mes travaux ont montré que justement il y avait une énorme disparité en fonction des territoires, avec des territoires comme les Landes ou comme la Bretagne, où on va avoir des proportions de secteurs lucratifs à 1 heure de route qui est relativement faible, voire nulle. Et des territoires comme l'Île-de-France, la Côte d'Azur ou la Corse, où on va avoir des proportions d'établissements lucratifs qui vont pouvoir représenter parfois jusqu'à 50 à 60% de l'offre à 1 heure de route de certains territoires. Et donc, on m'a aussi demandé de revenir un peu sur comment les prix étaient fixés. Oui, vous avez commencé à en parler, effectivement, Monique Lubin. Oui. Donc le prix, comme on est revenu sur les soins personnels et sanitaires, sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par les départements pour l'ensemble des EHPAD, qu'ils soient privés, publics, lucratifs ou non. Et le tarif hébergement, lui, est financé en majorité par le résident ou alors par le département quand la personne est dans un ménage qui n'a pas les moyens de financer le tarif hébergement. Et donc, en fait, ce tarif hébergement, il couvre l'investissement immobilier, l'entretien des locaux, la restauration, l'administration, ainsi que les activités et les animations proposées dans l'établissement. Et donc, les prix vont varier en fonction des profils, donc si on est à l'aide sociale à l'hébergement ou pas. Et donc, le secteur non lucratif, pour la grande quasi-totalité, surtout avant 2025, avait la majorité de leurs places habilitées à l'aide sociale. Donc, ils avaient presque 100%, pour la majorité d'entre eux, 100% de leurs places qui étaient donc à tarif fixé par le département, négocié avec le département. Alors que le secteur lucratif, lui, a, dans la majorité des cas, la plupart de leurs places qui sont tarifées librement, avec, en général, une petite part, à peu près 20%, de places habilitées à l'aide sociale dans leurs établissements. Et donc, ce que j'ai étudié, c'est, en fait, on observe effectivement à peu près 63 € dans le secteur non lucratif, ça représente à peu près 2 000 € par mois quand même. Et dans le secteur, pour les places non habilitées à l'aide sociale, on est à peu près à 3 000 € par mois en moyenne. Et donc, mais ces moyennes, elles peuvent avoir des disparités très importantes, allant de 1 500 € par mois à plus de 6 000 € par mois, en fonction des établissements. Et moi, ce que j'ai fait, c'est étudier les variations de ces prix et leur lien avec les déterminants des caractéristiques des établissements. Et donc, les deux principaux déterminants du prix, c'est le prix du mètre carré dans la commune de résidence de l'EHPAD, et le deuxième, c'est le fait d'appartenir au secteur lucratif. Après, j'ai aussi regardé le lien avec des indicateurs de qualité, donc j'en ai identifié plusieurs, le taux d'encadrement en professionnel soignant, le taux d'encadrement en professionnel non soignant, la qualité du bâtiment, la qualité d'articulation avec la ville et l'hôpital, et aussi des indicateurs qui peuvent approximer le résultat sur les soins par les fréquences d'hospitalisation et de recours aux urgences des résidents. Et donc, ce que j'ai montré, c'est qu'en fait, il y a très peu de liens entre ces indicateurs
indicateurs de qualité est le prix des hébergements en France. L'indicateur qui a plus de lien avec 2% de variance, c'est la qualité du bâtiment. Voilà. Merci pour toutes vos observations qui vont effectivement dans le sens de l'expérimentation, même pas de l'expérimentation, de ce que vous menez concrètement dans votre département. Et je vais vous poser une question, là encore, toute bête. Est-ce que ce modèle que vous avez développé donc, depuis 40 ans, cette spécificité, est-ce que c'est duplicable à d'autres territoires? Et si oui, comment ? Moi, je pense que oui. Dans la mesure où nous, on fait ça depuis plus de 40 ans, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas duplicable ailleurs. C'est d'abord une question de volonté, une question de volonté politique. C'est effectivement, est-ce que nous voulons laisser continuer à se marchandiser le grand âge avec toutes les dérives que l'on a pu voir, ou est-ce que nous faisons le choix de faire en sorte que toutes les personnes âgées, quelles qu'elles soient, puissent accéder à une fin de vie dans des conditions financières acceptables et bien évidemment dans des conditions les plus dignes possibles. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que la puissance publique y mette les moyens. Parce que nous avons eu des moments difficiles. Ces 3 dernières années, le Conseil départemental des Landes a injecté beaucoup d'argent public parce que comme nous avions resserré au niveau du prix de journée, ça n'avait pas suivi. Nous avons eu la période d'inflation. Nous avons dû reconstruire des EHPAD qui étaient vieillissants, faire des établissements nouveaux. Nous avons créé des places spécifiques Alzheimer dans tous nos EHPAD. Tout ça, ça a un coût. Donc, pour aider les structures qui les gèrent, qui sont en règle générale des centres intercommunaux d'action sociale ou des associations, nous avons injecté de l'argent. Et c'est un choix politique. Et je pense qu'il est duplicable, effectivement. Vous parliez de dérives, on n'est pas revenu dessus. Vous avez cité les travaux de Victor Castanet, notamment sur le système Orpea. Anne Penaud, dans le modèle des Landes, et c'est intéressant parce qu'on l'a dit, il n'y a que des EHPAD gérés par l'ESS ou la puissance publique, il n'y a pas de privé lucratif. En tant que docteur en économie, vous avez observé si la concurrence entre secteurs pouvait favoriser une meilleure qualité. Et j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez travaillé là-dessus. Oui, du coup, en fait, comme disait Madame Lubin, et comme je le disais avant, il y a des profils de marché qui sont très très différents en fonction des territoires en France. Et donc, dans ma thèse, j'ai voulu essayer d'étudier le lien entre ces différents marchés et les prix et la qualité fixés dans le secteur lucratif. Et donc, pour essayer de vérifier les théories économiques qui avaient été déjà développées à l'international sur le lien, justement, ces théories qui montraient que dans un contexte où on a peu d'informations sur la qualité, ce qui est quand même le cas en France, si on n'a pas suffisamment de concurrence de la part du secteur non lucratif, le secteur lucratif peut augmenter ses prix et baisser sa qualité pour augmenter son profit. Et donc, il n'aura pas besoin si jamais il est dans un secteur où, au contraire, il a beaucoup de concurrence de la part du secteur non lucratif, pour attirer des nouveaux résidents, il sera obligé de baisser son prix et améliorer sa qualité. Et donc, cette théorie économique, elle a trouvé les résultats qui étaient cohérents, c'est-à-dire qu'on a trouvé que dans les territoires où justement il y avait très peu, où il y avait un monopole, enfin une forme de peu de concurrence du secteur non lucratif, les EHPAD privés lucratifs avaient des prix plus élevés et pas de différence en termes d'indicateurs de qualité sur le taux d'encadrement, sur le bâtiment ou encore sur la coordination des soins avec la ville et l'hôpital, et même des indicateurs qui sont moins bons sur les indicateurs de résultats que sont les hospitalisations et les recours aux urgences. Et donc, ça semble aller dans le sens que la concurrence du secteur non lucratif
peut impacter la qualité et les prix dans le secteur lucratif. Donc on voit effectivement que ça pourrait être une étape pour mieux réguler et basculer vers un modèle comme dans les Landes totalement non lucratif. Est-ce qu'il faut, et ça va être une question de conclusion de ce dialogue, si on veut prendre quelques questions dans la salle parce que le temps file très vite, est-ce qu'il faut finalement, c'est l'étape ultime, réserver cette filière du grand âge à l'ESS et est-ce que l'ESS a la possibilité de porter un nombre de places suffisant ? Écoutez, moi je suis peut-être que je rêve, hein, mais aujourd'hui, un résident, un EHPAD, il paye la partie hébergement. La partie soins, elle est payée par les départements et par la caisse nationale, la CNSA. Et la partie dépendance et la partie soins, elle est payée par la sécurité sociale. Bon. Ça va rester. Enfin, ça va rester. Il y a une évolution maintenant avec l'État qui reprend la partie dépendance. Moi, j'avoue que c'est pas ma tasse de thé. J'apprécie pas, mais bon, c'est comme ça. Mais donc, ça n'est pas le résident qui le paie. Donc, lorsque le privé intervient, il intervient sur quoi ? Il intervient sur l'hébergement. Et je crois que ça vient d'être démontré, et nous le voyons dans mon département. L'hébergement n'est pas forcément beaucoup plus qualitatif quand il est fait par le privé que par le public. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette partie-là, elle ne peut qu'attirer effectivement des appétits et elle ne peut que amplifier les inégalités. Puisque ceux qui vont investir dans la partie hébergement, leur seul objectif sera effectivement de gagner de l'argent. Et donc de faire payer des prix qui seront prohibitifs pour de très nombreux Français. Et donc moi je considère que s'il y a un domaine dans lequel le public et l'ESS ont toute leur place, c'est bien celui-là. Je ne suis pas contre l'entreprise privée, je n'aimerais pas qu'on caricature mes propos, mais je trouve que dans ce domaine-là, il faut le plus possible laisser la main au public et je suis convaincue bien évidemment que l'ESS a toute sa place. C'est un facteur d'égalité et on voit bien que les inégalités continuent à se creuser. Elles ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, dans les Landes, on a commencé à héberger des personnes, nous sommes un département rural, des agriculteurs, des femmes d'agriculteurs qui n'avaient pas de retraite, qui avaient très peu de revenus, qui étaient pauvres. Et aujourd'hui, encore, la moitié de nos résidents sont sous le seuil de pauvreté. Tout ça évolue. Les pauvres d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier, mais il y a toujours des pauvres. Nous sommes toujours dans une société qui fabrique des pauvres. Nous n'arrivons pas vraiment à résorber tout ça. Et donc, je pense que pour que chacun puisse finir sa vie dignement, oui, il faut que ce secteur-là soit démarchandisé. Vous parlez d'inégalité dans les... Merci pour cette conclusion. Et Anne Penaud, je voudrais qu'on revienne sur cette idée d'inégalité. Vous nous l'avez dit, il y a des différences entre les territoires. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces inégalités, notamment sur les prix, sur les tarifs, et pour aller accompagner ce basculement dont parlait Monique Lubin? En fait, je n'ai pas forcément de solution miracle. Après, d'après vos observations, bien sûr. Ce qui peut être intéressant, je pense que j'ai été amenée à comparer pour l'OCDE les différents modèles de tarification entre les pays. Et il faut savoir qu'en fait, le modèle français, donc de laisser les établissements lucratifs fixer un tarif libre, ce n'est pas ce qui est fait dans tous les pays. Par exemple, en Allemagne, quand un établissement lucratif reçoit des financements publics, il a un tarif hébergement, même s'il est payé par le résident, qui est régulé par les instances publiques. Avec cependant la problématique qui est que, en parlant avec des chercheurs allemands qui nous disaient que la problématique c'est que si on fixe le prix, le problème c'est que la seule variable d'ajustement pour augmenter le profit, c'est les coûts et donc potentiellement la qualité. Donc c'est un des risques. Et une autre façon qui pourrait être aussi intéressante, je pense, et plus en lien avec les travaux que j'ai faits, c'est aussi, ce serait plutôt de réguler l'offre, et c'est-à-dire
essayer de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'offres du secteur non lucratif dans tous les territoires français pour que justement ils aient un impact sur les établissements lucratifs pour qu'ils adaptent leur prix et leur qualité, et aussi une meilleure information sur la qualité qui est quand même quelque chose d'important parce que ça permet aussi aux personnes de faire un meilleur choix, et donc ça incite normalement les établissements à améliorer leur qualité. Et on revient à ce choix de politique et ce choix de société que vous avez évoqué en introduction. Est-ce que... merci mesdames, merci à toutes les deux. Vous voyez, c'est très rythmé comme dialogue. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Signalez-vous en levant... voilà, merci. Et vous avez des micros qui sont... Merci bien. Merci de poser des questions courtes, comme ça on va pouvoir essayer d'en prendre 2-3. Merci. Merci. Je crois qu'on vous entend, allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Je voudrais rebondir, Madame Lubin, sur vos propos. Alors déjà, j'ai 2 remarques. Faire du bien, on a beaucoup parlé du chiffre. Peut-être que faire le bien, c'est aussi montrer que l'ESS ou le secteur public sont en capacité d'innover dans les pratiques. Et le village Alzheimer des Landes est un modèle du genre par rapport aux pratiques d'accompagnement. C'est dommage qu'on n'en ait pas parlé, mais bon, ça c'est un autre sujet. J'espérais que ce soit abordé dans les questions, et vous l'abordez, c'est parfait. Une deuxième petite question. Vous disiez fort justement que il y a des évolutions qui sont en cours sur les fixations de prix. Il y a un rapport, je ne sais plus si c'est un rapport parlementaire ou un rapport ministériel qui indique que les départements et l'ARS sont tellement en train de se bouffer le nez, si pardonnez-moi l'expression, qu'il est question que les ARS récupèrent la totalité du management des EHPAD. Quand on lit le bouquin de Victor Castanet, on sait à quel point, malheureusement, les ministères et les ARS ont aussi été un petit peu complices, en fait, des dérives qu'ils ont pu constater. Donc, voilà, ça, c'est un vrai sujet. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi ? D'abord, je vous remercie de parler du village Alzheimer. C'est effectivement une très, très belle réalisation dont nous sommes très fiers. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons construit dans le département un village. Un village où nous recevons les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou autres maladies neurodégénératives. Il y a 120 places, 120 personnes pour s'en occuper, et des bénévoles qui viennent faire vivre le village comme quand on vit dans un village, qui tiennent le bar, qui tiennent la bibliothèque, la musique, on a un auditorium, l'orchestre local vient jouer dans l'auditorium, et c'est un village où il n'y a pas de blouse blanche, où les gens vivent en maisonnée, où ils déambulent, voilà, je pourrais vous en parler longtemps. C'est effectivement ça aussi, c'était, d'ailleurs on l'a appelé, il s'appelle le village landais Henri Emmanuelli parce que c'est la dernière chose qu'il a mise en place avant de nous quitter. Et je pense que ça démontre effectivement toute la démarche que nous avons, qui est celle de démarchandiser bien sûr, mais qui est celle aussi de donner de la vie à la vie. Et effectivement, nous avons parlé exclusivement de chiffres, mais je ne vous ai pas parlé de tous les budgets que nous avions mis en place aussi pour justement mettre en place des pratiques, de nouvelles pratiques et des pratiques de dignité dans tous nos établissements. C'est aussi un fil conducteur. Nous ne nous sommes pas arrêtés au prix des places et au tarif GIR et ainsi de suite. Il y a aussi toute la vie et puis tout ce que nous avons mis en place aussi pour le maintien des personnes âgées à domicile. Voilà, donc je vous remercie effectivement d'avoir parlé de ça. Pour le reste, il n'est pas question que les ARS reprennent totalement la direction des EHPAD. Mais par contre, les ARS vont récupérer la partie dépendance et les départements vont quand même garder la partie hébergement, la partie la fixation des tarifs et ainsi de suite. Bon, moi, je suis très circonspecte parce que dans notamment le moment budgétaire que nous connaissons, je vous avoue que je suis très inquiète si les budgets
une fois qu'ils seront totalement revenus à l'ARS, ne suivent pas la progression des besoins, nous aurons peut-être de beaux hébergements, nous aurons peut-être des tarifs hébergements accessibles, notamment dans le public et le domaine de l'ESS, mais je crains que cela ne suive pas au niveau de la prise en charge de la dépendance. Mais bon, pour l'instant, ça sera mis en place à partir du 1er janvier 2027, je crois. Donc on ne va pas crier avant d'avoir mal, si je puis dire. Mais si la trajectoire que nous connaissons actuellement au niveau des budgétaires et des choix qui risquent d'être faits derrière perdure, je vous avoue que je suis un peu inquiète. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au deuxième dialogue. Vous aviez une question ? Oui, à la fois question et puis peut-être réaction avec Chenu, président de la Mutualité française. Pourquoi est-ce qu'on en est là ? Il faut quand même se dire aussi les choses. On en est là parce que notre pays fait la politique de l'autruche par rapport à la question de la démographie. Ça fait plus de 20 ans, le président Jacques Chirac a enjoint le pays à ce qu'on se dote d'une solution pour la prise en charge de la dépendance. On savait qu'on avait la trajectoire démographique que l'on commence à entrevoir parce qu'elle devient concrète. L'année dernière, plus de décès que de naissances, mais tout ça va s'accélérer d'ici à 2030, 2040, 2050. Et on continue de ne rien faire. Le rapport Libaud, en 2019, dit qu'il faut 12 milliards par an à dégager pour structurer une filière, et on procrastine. Et en fait, on est à aller chercher des expédients, que ce soit sur le grand âge, sur les crèches, etc., parce qu'on sous-investit les investissements publics. Et aujourd'hui, les EHPAD publics sont en grande difficulté, les EHPAD mutualistes, associatifs ou de fondations sont en grande difficulté, faute de moyens. Et ce qui a été décidé dans le dernier PLF de l'année dernière, c'est pas un moyen de soutenir les EHPAD de l'économie sociale et solidaire, c'est de venir faire sauter une exonération grâce au sénateur Emmanuel Capus, dont bénéficiaient les EHPAD mutualistes, coût pour l'ensemble des structures mutualistes, 15 millions d'euros, sans évidemment compensation. Donc soit on regarde lucidement les choses et on se dit qu'il y a une trajectoire qui est devant nous qu'on doit financer pour le domicile, pour les EHPAD, pour les résidences seniors, etc. Et on a un débat large pour savoir quelle part de richesse on détermine pour se protéger mutuellement les uns les autres. C'est la proposition que nous faisons. Parce que si on regarde les choses morceau par morceau, d'un côté les EHPAD, de l'autre côté le domicile, etc., on n'aidera pas les familles et on ne construira pas une réponse planifiée qui permettra aux collectivités d'engager les transformations et on ne donnera pas de la visibilité à nos concitoyens. Or, ils sont de plus en plus inquiets et on doit avoir ce débat qui est un débat public, politique, au bon sens du terme, c'est-à-dire quelle société on veut les uns avec les autres, les uns pour les autres. Merci pour votre parole. Est-ce que vous voulez réagir brièvement ou je vous propose de passer au deuxième dialogue. Merci à toutes les deux, Monique Lubin, sénatrice conseillère départementale des Landes, et Anne Penaud, économiste de la santé, pour cette étude sur les EHPAD qui ne sont pas les plus chers, qui ne sont pas les meilleurs. Merci à toutes les deux.